rapport à R. Et si j'ai un vecteur U, ça, ce qu'on a montré l'année dernière, c'est que la dérivée de U dans R, alors ça veut dire quoi dans R? C'est ce qui est marqué ici, je répète encore ce qu'on a fait la dernière fois, est égal à la dérivée de U du vecteur U dans R' plus, alors parfois je note oméga comme ça, les notations changent d'un cours à l'autre, mais ça c'est le vecteur rotation, parfois on le note aussi comme ça. C'est la même chose. Donc la dérivée dans R est égale à la dérivée dans R' plus oméga vectoriel U. D'accord? Donc ça c'est la formule de pour qu'on va utiliser dans ce cours. D'accord? Bien, alors voilà ce que je disais en fait. Je voulais dire ça tout à l'heure, mais il y avait cette formule de Bohr à rappeler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un solide indéformable? Alors, sa traduction mathématique, elle est là. Le sens intuitif, c'est qu'il est indéformable à partir du moment où je prends n'importe quel point A et un point B, la distance entre A et B ne change pas. Sinon, il est déformable. Donc, peu importe deux points du solide, la distance entre ces deux points-là reste constante. Donc, c'est ce qu'on traduit par, si je prends un vecteur AB, la norme est constante. C'est ce que je viens de vous dire. Traduction mathématique de la phrase que je viens de vous dire. Donc, c'est simple. Un vecteur, un solide est un solide indéformable. En fait, c'est ce que je dis juste avant par un solide parfait, parce qu'en fait, c'est vraiment qu'on se dire qu'il est un solide indéformable, mais au sens parfait mathématique. C'est ce que je viens de vous dire. Même si on applique des forces, ben, ça ne change pas la relation qui est la distance entre deux points AB, un module de AB égale constante. Bien. Alors maintenant, connaissant ça, ce qui traduit l'aspect indéformable, et appliquons la relation de Bohr que je viens de vous écrire ici, on va l'appliquer au solide indéformable. J'ai mon solide indéformable. Donc AB, c'est le vecteur AB qui est là, donc A de point de B. Donc, j'ai un repère R. Alors, pourquoi il ne s'affiche pas? Voilà, pardon. Il manquait des... Donc, j'applique juste la relation qu'on avait avant, celle-là, un repère R fixe et un repère R' qui peut être en mouvement par rapport à R, un repère R' quelconque d'ailleurs. Donc, j'applique cette relation de Bohr, le champ de vitesse, pour deux points AB. Donc, deux points AB, vecteur AB, repère R. Donc, je positionne ce qui est marqué ici, le repère R', ça je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais j'y reviens, est associé au solide S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il est fixé sur le solide S. Je le fixe ici. Les axes O', tout ça est fixé, c'est-à-dire en termes clairs, je ne sais pas comment je veux dire ça, associé, c'est-à-dire il est collé. Alors, le solide est en mouvement par rapport à ce repère R absolu. Alors, le solide est en mouvement, alors le solide peut soit une translation, rotation, ou les deux. Ça veut dire que le repère R', c'est pareil, qui est associé au solide, lui aussi, il va faire ce qu'il fait le solide. Donc, si le solide tourne, R' il va tourner. Donc, la dérivée du vecteur AB, c'est le U tout à l'heure, c'est la relation de Bohr, dans R, est égale à la dérivée de AB dans ce repère, la R' en rouge, plus le vecteur rotation du repère R' par rapport à R vectoriel AB. C'est la relation de Bohr, c'est ce qu'on vient de vous montrer il y a quelques instants. Puisque le repère rouge est associé au solide, le vecteur rotation du repère, c'est la même chose que celui du solide. Oméga, le vecteur rotation. Le vecteur rotation, on l'appelle comme ça. Le vecteur vitesse de rotation, pour être correct. De R', c'est la même chose que le solide, c'est ce que j'ai écrit ici. Normalement, ici, c'est R' par rapport à R, mais puisqu'il est associé à S, donc c'est la même chose. Alors, puisque ce repère rouge il est collé au solide, si le repère si le solide tourne, si le vecteur AB tourne, le repère va tourner. Donc, en fait, le vecteur AB, dans ce repère R' qui est associé à S, est toujours, ne varie pas, il est toujours le même. D'accord? Il n'y a aucune variation. AB est constant. Un vecteur constant. Donc, la dérivée de ce vecteur AB dans R', le repère rouge, c'est égal tout simplement à 0.
car le vecteur AB est constant dans le repère R' associé au solide. C'est ce que je viens de dire. Donc, voilà. Donc, j'ai un repère R fixe, absolu, et j'ai un repère R' associé au solide S, tel que la rotation de ce repère R', c'est la même chose que la rotation du solide par rapport à R. C'est ce que j'ai écrit là. Et donc là, il n'y a pas de démonstration, il n'y a rien, c'est évident, puisque je suis dans le repère qui est colosolide, bah, je vois tout. Toutes ces constantes dans ce repère. C'est-à-dire les vecteurs AB qui sont collés au solide, ils sont constants. C'est ce que j'ai traduit. Voilà, on n'a besoin que de ça pour montrer la suite. La suite, c'est ceci. Donc, si je regarde ma relation qui est là, la relation de Bourg, donc dans R', j'ai la dérivée égale à 0, donc il me reste que la dérivée de AB dans R, c'est égal à vecteur rotation vectoriel AB. Ça égale à 0. C'est ce que je fais ici. La dérivée de vecteur AB dans R, c'est vecteur rotation vectoriel AB, puisque la dérivée dans R' égale à 0. Alors là, on a utilisé plusieurs fois cette relation-là qui est simple, qui est la relation de Schall, qu'on a utilisée déjà au moins 5-6 fois dans le cours pour faire des petites démonstrations, et qu'on va encore utiliser ici. Donc la dérivée de AB c'est AO plus OB, et AO, c'est moins OA. D'accord. Donc, la dérivée de tout ça, c'est égal à vecteur rotation du solide, ou de R' par rapport à R, vectoriel AB. Donc, la dérivée de OB par rapport à R est égale, et j'ai un moins, il passe de l'autre côté, est égal à moins D de sortir, pas encore, est égal à, toujours, je remets cette ligne-là, la même chose. Je sépare la dérivée de OB, il y a un moins ici. Ce qui nous donne que la dérivée de OB par rapport à R est égale à la dérivée de OA plus ça. La dérivée de OB, bah, tout simplement, c'est la vitesse du point B par rapport à R. Dans R, c'est la vitesse. Et la dérivée de OA, c'est la vitesse du point A. Donc, on vient de montrer que V de B, la vitesse de B, est égale à V de A plus BA vectoriel oméga. Alors, pourquoi j'ai changé pour le vectoriel? Parce que oméga vectoriel AB, c'est moins AB vectoriel oméga, et moins AB, c'est BA. Donc, nous avons la relation qui est la vitesse de B est égale à la vitesse de A plus BA vectoriel. Vectoriel, vitesse de rotation, vecteur rotation. Donc, la vitesse de B égale à la vitesse de A. Donc, c'est la relation Baba, c'est la relation Varignon. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis B et A. Oui, c'est ça, maintenant, c'est bon ça. C'est V B égale à V de A. Bas, et là, c'est la résultante. C'est oméga. Donc, ici, on est en présence d'un torseur dont la résultante, c'est le vecteur rotation. Et le moment, ça correspondrait à la vitesse. Donc, ça, c'est la règle de transport. La règle des champs de vecteurs antisymétriques, aussi, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté, qu'on appelle aussi la relation de Varignon appliquée aux vitesses. Parce que la relation de Varignon, rappelez-vous, c'est le premier chapitre. Cette relation-là, elle est appliquée à tout torseur. C'est la relation de la règle de transport. Sauf ici, ce que je fais, c'est que je l'ai appliqué aux vitesses et à la résultante qui est la rotation. C'est un cas particulier ici. D'accord? Donc, en fait, ce torseur-là, dont le moment, c'est la vitesse, et dont la résultante, c'est la rotation, on appelle ça le torseur cinématique. D'accord? On va l'appeler plus tard. Donc, nous avons maintenant une relation qui nous définit bien, une relation entre les moments d'un torseur. Alors maintenant, vérifions l'équiprojectivité. Est-ce que si je considère V comme étant un élément de torseur et oméga, c'est la résultante du torseur, est-ce que la relation d'équiprojectivité est vérifiée? D'accord, allons-y. Cette fois-ci, pour démontrer ça, j'ai besoin de la définition d'un solide déformable. Ça, c'est-à-dire la distance, elle ne change pas, sinon il est déformable. C'est le bon sens. Voilà. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est montrer cette relation d'équiprojectivité. La relation d'équiprojectivité, c'est que le AB fois le moment, ici qui est la vitesse, ne dépend pas du point. Peu importe le point où on le prend, c'est la même chose. C'est ce qu'on va faire. Donc, pour faire ça, je considère que je suis en présence d'un solide indéformable. Ça veut dire que la norme de AB
est constante, la distance entre A et B est constante, sinon, je vous dis, donc c'est une constante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je dérive le AB au carré. C'est simple, c'est un calcul vectoriel facile, qui n'est pas compliqué. Donc, si je dérive ça, je dérive un produit scalaire, et vous voyez, dériver un produit, ça fait 2AB scalaire d de AB sur dt égale à 0. Encore pareil, d de AB sur d de t, donc là, je dérive ça, il n'y a pas de difficulté. Donc, AB sur d de t, je fais la relation de Schall comme tout à l'heure. Là, il me manque une parenthèse, mais bon, j'ai oublié de la mettre. Je la mettrai pour la prochaine fois. Et donc, cette relation-là, 2AB scalaire, d de AB, je fais la relation de Schall, je dérive. Et d de OB sur d de t, c'est la vitesse de B. D de A sur d de t, c'est la vitesse de A, bien sûr, dans le repère R, par rapport au repère R fixe. Donc, je remplace d de OB sur d de t par la vitesse de B, et d de A sur d par la vitesse de A. C'est simple. Et je montre que 2 fois AB scalaire, ce qui est là, égale à 0. Égale à 0 parce que c'est un scalaire. Et à partir de là, je tire tout simplement qu'AB fois la vitesse de B est égal à AB fois la vitesse de A. Donc voilà ce que ça fait. Donc en fait, la relation du cours de projectivité démontrée ici pour les vitesses. Pour les vitesses d'un solide indéformable. Vous voyez, le départ, ceci n'est vrai que cela est vrai. Donc, ce qu'on a montré là, c'est valable pour un solide indéformable. Cette relation-là, de manière générale, AB fois le moment en B égale à AB fois le moment en A, c'est la relation du cours de projectivité pour un torseur. C'est le premier chapitre qui était général, on appelait ça, c'est un outil mathématique. Là, maintenant, on le décline pour le torseur cinématique. La résultante, c'est le vecteur rotation, et le moment, c'est la vitesse. Et donc, on montre la relation, la règle de transport, la relation Baba, on montre l'éco-projectivité, donc on est bien en présence d'un torseur dans la résultante et le vecteur rotation, et dans le moment et le vecteur vitesse. Alors, quelle est la représentation géométrique de cette relation d'éco-projectivité? C'est tout simplement, si je prends dans le solide deux points A et B, je trace à droite, ça veut dire que la projection de la vitesse, si j'ai une vitesse au point A, si j'ai une vitesse au point B, pour le solide indéformable, si je projette cette vitesse sur AB, j'aurai la même projection. C'est ce qui est en vert ici. Peu importe le point, il faut absolument, cette relation-là vous dit que vous devez avoir la même projection, la même chose sur l'axe passant par A et B. Donc, d'où équiprojectivité, c'est-à-dire en fait, projection égale des vitesses sur cet axe AB. Donc, voilà pour ce torseur qu'on appelle le torseur cinématique. D'accord? Le torseur cinématique, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit ici. Vous voyez bien la relation, c'est composé de la résultante, elle est là, et le moment, c'est ça. Et donc, le torseur cinématique, il est composé de oméga et de V, la vitesse. Point, je vais l'écrire, je ne l'ai pas écrit là, mais je vais écrire plus tard. Il est là. Après, ça va arriver après l'écriture. Pardon. Bien. Alors, maintenant, j'ai un solide. Tout va bien. Alors, il y a quelque chose qu'on va étudier plus tard dans un exercice. Je vais fermer mon cours. Vous ne l'avez pas encore dans les données, mais je vais vous le faire en cours. J'ai un plan incliné et j'ai quelque chose qui roule sur un plan incliné. D'accord. Je vais remettre la caméra. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai un plan incliné et j'ai quelque chose qui roule sur un plan incliné. Je vais prendre un cahier, quelque chose qui ressemble. Voilà, là, pour le voir incliné, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas évident par la caméra de voir quelque chose. Si, non plus. Donc, j'ai.
C'est mieux comme ça. Donc, j'incline, j'ai un cahier ici que j'incline, d'accord? Alors, je prends, voilà, je l'incline comme ça, donc je le pose et l'incline. Je suis mieux comme ça. D'accord? J'incline, là il est posé, et là je l'incline. Et je prends un solide. Je prends ça, quelque chose comme ça, c'est ce que je trouvais sur mon bureau. Donc si je lâche, il va rouler, d'accord? Il va rouler comme ça. Alors, voilà mon plan incliné, donc si je lâche, il roule. Il va un peu trop vite. D'accord? Il roule. Ça, c'est du verre sur une surface. Voilà, il roule. Alors, il roule, mais il peut aussi faire autre chose. Il peut aussi, si j'incline trop, il glisse, vous voyez? Là, il ne roule plus, là. En fonction de l'angle, il peut soit glisser, comme il fait là. Si je baisse l'angle, là, il roule. D'accord? Alors ça, je vais revenir en détail à la fin du cours. Une fois que j'ai fini mes 7 chapitres, je reviens sur cette étude-là. Pourquoi il glisse, pourquoi il roule, on verra ça plus tard. Bien, mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est... Donc, et ça va être avec les torseurs. Vous voyez ce que je fais là. Donc, je reviens à mon cours ici. Voilà, en fait, c'est ce que je viens de faire ici. C'est pour ça que j'ai un cylindre qui roule sur un plan incliné. Je fais le repère ici, à l'angle alpha. Alors, quelle est la condition pour que ce cylindre roule sans glisser? Roulement sans glissement, parce qu'il peut faire les deux. Mais quelle est la condition pour le... Bien. Alors, la condition, il n'y a pas de théorème, il n'y a rien. Alors, parfois, il y a des cours où vous allez voir sur Internet ou ailleurs, on dit, on admet. Parfois, il y a des explications difficiles. Alors, moi, j'ai trouvé une, parfois certains abordent, c'est la suivante. C'est la suivante, c'est qu'en fait, j'ai quelque chose ici le point I, c'est le point de contact. Je reviens à la caméra. Donc, voilà le point incliné. Ce que je vais vous montrer. Voilà quelque chose qui roule. D'accord? Et donc, il descend comme ça. Le point I, c'est le point de contact ici. Alors, roulement sans glissement. Roulement sans glissement. Sans glissement, il faut absolument que la vitesse de I, du point I, soit égale à vecteur. Ça, c'est le solide, bien sûr. C'est ce que je viens de montrer. Ça, c'est votre solide. Ça, c'est le point d'intersection. Et ça, c'est l'angle alpha total. Alors, comment je peux vous expliquer ça sans faire ni théorème ni rien? Et ça va de manière intuitive, pour le voir de manière intuitive. Alors, voilà encore, je fais le alpha ici. Ben, il n'écrit pas bien, mais c'est pas grave. Et je fais je fais ici le cylindre, comme je vais vous montrer. Alors maintenant, une vision de l'esprit, c'est que le cylindre, je peux supposer que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait rond, mais qui est comme ça. Je fais un peu ce qu'il faisait Archimède pour calculer c'est des petits segments tout petits. Vous voyez, je fais des segments. D'accord? Et donc, vous voyez que quand je suis en contact ici sur le point I, et quand je tourne mon solide qui est là, quand mon solide qui est ici tourne, bah, je tourne, bah, le point I, il tourne, mais le point I il reste toujours, il ne bouge pas. Et donc, lorsqu'il y a roulement, s'il y a glissement, bah, le point I va bouger. S'il y a roulement, le point I ne bouge pas. Quand je tourne, je tourne autour du point I sans que le I bouge. Donc, roulement, c'est glissement. Le I, il fixe, donc la vitesse est nulle. Et quand je tourne, et si j'arrive sur ce côté-là, à nouveau, je vais avoir un point E', je vais tourner autour, je vais avoir toujours V de E' égale à 0. Voilà
comment je peux vous montrer que lorsqu'il y a roulement, alors il faut absolument qu'il y ait roulement sans glissement, parce que s'il y a glissement, ben, le point I va se déplacer. Le point de contact va se déplacer. Alors, comment on peut voir ça? Tout à l'heure, je vous ai fait ça, je crois. Donc, là, on va voir ensemble par la suite la condition pour qu'il y ait, je vais faire un cours qui n'est pas encore fait, mais je vais le faire, sur les frottements, glissements et tout ça. Donc là, c'est l'angle est bon, il roule. L'angle est trop grand, donc on va voir plus tard la chose. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est faire un travail d'imagination. Alors, j'exagère. Je vais prendre le cylindre qui est là. Je vais prendre l'image de... Supposons que l'intersection, je prends ça. Voyez, là, c'est un parallélépipède. Vous voyez, lui, il n'est pas rond. D'accord? Alors, imaginez que ça, le point de contact I, c'est une ligne, en fait, c'est une droite un peu comme ça. Donc, vous voyez bien que quand je fais ça, je roule ici. Regardez, je roule. Mais I, il reste au contact et I, il fixe le point de contact. D'accord? Donc là, j'ai fait exprès le point de contact pour arriver sur l'autre. Je dirais, ils sont bien séparés. Mais vous voyez bien qu'ici, quand je roule, quand il y a uniquement roulement, le point de contact, sa vitesse est nulle parce qu'il ne bouge pas, le point de contact. Et quand je passe sur l'autre, pareil, sa vitesse de ce point-là de contact, elle est nulle. D'accord? Et ainsi de suite, je peux rouler. Par contre, s'il y a glissement, là, le point de contact, il bouge. C'est la seule façon simple que j'ai trouvée pour vous expliquer, et qu'il n'y a pas de théorème, il n'y a rien. La condition pour qu'il n'y ait pas de glissement, il faut absolument que ce point-là ne bouge pas. Donc, il faut qu'il y ait roulement. C'est bon? Vous avez compris? Alexis Caillot, vous avez compris ce que je raconte? Oui, bah c'est bon, c'est tout. Bien, je range mes cahiers. Je reviens à mon cours. Alors, donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc là, maintenant, je vous l'ai montré de manière simple. Il n'y a pas d'autre façon de le démontrer, de toute façon, que ce que je viens de vous faire. Et vous avez vu que ce n'est pas difficile à comprendre. On dira qu'un solide S roule sans glisser sur la surface d'un autre solide S0 si, à chaque instant, ce que je vous ai montré, à chaque instant, la vitesse du point I, le point de contact, alors c'est gravé sur presque au contact, en fait. Bref, c'est le point de contact de S0 est nul. Donc la vitesse du point I qui appartient à S, appartient à S et à S0, c'est le point de contact. S sur S0 égale vecteur nul. Donc pour qu'il y ait la condition qu'il y ait glissement sans roulement, il faut absolument que la vitesse du point de contact soit nulle, pour des raisons que je viens de vous dire. Et alors, c'est ce qui est représenté ici. À un instant T, vous voyez, je tourne autour de I. Si jamais, à un instant ultérieur, je vais tourner autour d'un autre point I'. Le point I n'est plus en contact. Donc, quand je tourne autour du point de I, la vitesse est nulle. La vitesse au I' que je vais montrer, elle est nulle. Vous voyez, comme je viens de vous le montrer. Donc, dans les cours qu'on va faire ensemble, condition de roulement sans glissement, c'est celle-là. Vous la posez directement. Et il n'y a pas à justifier plus que ce que je viens de faire. D'accord? C'est clair, il n'y a pas besoin de plus de justification. Donc, roulement sans glissement, la vitesse est égale à 0. Alors maintenant, s'il y a glissement, la vitesse n'est pas nulle, tout simplement. Pour qu'il y ait glissement, il faut que la vitesse de I soit différente de 0. Il faut que ce point-là glisse, et donc la vitesse de ce point-là, on va le voir, qui sera toujours le même, et qui va se déplacer ici. D'accord? Exemple, c'est ce que vous avez fait l'année dernière au TD numéro 5, je crois, avec des points réels. Cette fois-ci, je ne prends pas un cylindre, je prends quelque chose comme ça. Je reviens à la caméra.
faut que je prenne quelque chose. Donc, à faire, je vais prendre la table elle-même. Donc, je prends ça. J'incline. Par contre, on ne voit pas que j'incline. Donc, l'année dernière, ce que j'avais fait un problème de 1 TD, c'est qu'on avait considéré un objet qui était de forme parallélépipédique et qui glissait sur un plan incliné. D'accord? Donc là c'est posé, là j'incline. Et vous avez étudié tout le problème, d'abord sans frottement, et après en se posant le frottement, et à partir de quel angle ça va glisser. Donc, vous voyez, par exemple, là je pose, ben, il ne bouge pas, c'est normal. Là j'incline, voilà, et là il ne bouge pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de frottement qui le retient, et tant que la force qui va agir, c'est-à-dire le mg, sinus alpha, si je fais le problème de la dernière, n'est pas supérieur à la force de frottement, il ne glisse pas. Par contre, à un moment, il glisse. D'accord? Donc là, ici, on a la vitesse du point de contact, il est non nul, V de I est différent de 0 parce qu'il y a glissement. Lui, celui-là, il ne peut pas rouler. Il peut soit glisser, soit ne pas glisser. Donc, il y a glissement. Lorsque la vitesse, le point de contact ici, sa vitesse, on voit bien qu'il n'est pas nul. Donc, je reviens à cette notion de glissement et de roulement. Condition de glissement sans roulement, il faut absolument que la vitesse du point de contact soit égale à 0. Condition de glissement, il faut que la vitesse soit différente de 0. Il n'y a pas 40 choses à retenir. Bien. Donc, retenez bien ça. Les 2 derniers cours, je vais essayer de prendre des exemples où je vais montrer ces aspects-là un peu plus en détail, mais ça, je ne vais pas y revenir parce qu'on vient de le discuter. Je vais le faire. C'est difficile de le faire ici avec la caméra, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. Condition de roulement sans glissement, vitesse du point de contact 0. Glissement, la vitesse est non nulle. Et pourquoi? Pour des raisons. Il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de lemme, il n'y a rien. C'est juste une observation, comme on vient de le faire. Bien. Alors maintenant, je l'applique cette fois-ci, je ne vais prendre pas un plan incliné, je prends tout simplement un cas simple. Je prends en fait ce que je viens de vous montrer, mais sur un plan, cette fois-ci horizontal. Voilà. D'accord? Là, ça roule. Alors, quelle est la vitesse? Quelle est la vitesse au point I? On a dit si ça roule, c'est 0. Là, si ça roule, ça roule autour d'un axe qui est l'axe, c'est un axe qui est horizontal. Donc, il y a un vecteur de rotation qui est comme ça. Donc, et ça, je suppose qu'il a un rayon que j'appelle grand R, qui est la relation entre la vitesse déplacement du centre de gravité, par exemple, si je prends le centre de gravité ou un centre d'inertie, et la rotation. C'est ça qu'on va faire. Donc, s'il y a roulement sans glissement ici, la vitesse de contact, ça ne change pas, que ce soit horizontal, vertical ou incliné, peu importe. La vitesse du point I égale à 0. Donc là, je suppose que j'ai un roulement insolite, comme je viens de montrer, avec un roulement sans glissement. Donc, si je tourne comme je viens de le faire dans ce sens-là, d'accord, donc le vecteur rotation, il n'est pas vers vous, mais il est perpendiculaire à l'écran de votre ordinateur. Donc, c'est oméga, c'est le vecteur rotation. Alors, c'est le centre de notre solide ici. D'accord. Donc, c'est le centre de notre cylindre, par exemple. Ou tout simplement, là, ça peut être un cylindre, ça peut être une sphère, peu importe. Donc, j'ai quelque chose comme ça qui roule sans glissement. Alors, condition de roulement sans glissement, on a dit vitesse de I égale à 0. Alors maintenant, on va appliquer la relation de Varignon, la relation de Babar. La vitesse au point I est égale à la vitesse au point C, c'est en fait ce qu'on a là. Vitesse au point B, plus BA vectoriel oméga.
Laquelle que vous n'avez pas? Alors, il y a une slide qui manque dans un cours. Je ne sais plus laquelle. Vous pouvez me dire laquelle? C'est celle-là que je montre maintenant ou c'est celle d'après? Celle-là, vous l'avez? Vous l'avez pas, celle-là? Qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a quelqu'un qui peut prendre le micro pour me répondre par... Alors, celle-là, vous ne l'avez pas. Bon, bah, d'accord, bah, je vais noter. Donc, celle-là, vous ne l'avez pas. D'accord. Bah, essayez de noter. Bah, je vais demander qu'on change prochainement. Je vais faire un PDF pour qu'on change. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà un solide qui est en roulement. Donc, C, le point C, c'est le point, en fait, si ça roule, bah, ça roule, mais le point C, au centre, il se déplace, lui, comme ça. D'accord. Il y a un déplacement du solide, du centre du solide. Donc, j'applique Baba. J'ai uniquement roulement, je n'ai pas de glissement. Babar nous dit que V de B égale à V de A plus BA vectoriel oméga. C'est ce qu'on va écrire ici. Donc, V de I égale V de C plus IC vectoriel, vecteur rotation, qui est la résultante de notre torseur cinématique. Alors, IC vectoriel oméga, c'est la même chose que oméga vectoriel CI. CI, c'est moins IC. Donc, je mets moins CI. Et produit vectoriel, moins CI vectoriel oméga, c'est oméga vectoriel CI. Donc ça, ce qui est là, ça c'est Baba. C'est la même chose que ce qui est là. Bien, alors faisons le petit calcul. Dans ce cas-là, un solide qui roule comme ça, sans glissement. Roulement sans glissement. Donc, j'applique la relation de Varignon, la relation de règle de transport, la relation des vecteurs antisymétriques. Il y a 3 noms qui veulent dire la même chose. Donc, si je l'applique, V de I égale V de C, alors j'ai un repère X, Y. Donc, en gros, j'ai I, vecteur ici, c'est le vecteur unitaire I. J, repère cartésien, tout simplement, J, et K. D'accord. Base cartésienne. IJK, donc le vecteur rotation oméga, bah, je vais noter, c'est oméga fois J. Et CI, bah, tout simplement, cette distance-là, c'est le rayon de votre cylindre, ou de votre sphère, peu importe, petit r. Donc CI, le vecteur CI, c'est égal à la distance R fois moins K, parce qu'il est vers le bas, CI. Donc, est égal à moins R, la distance, le rayon du cylindre, fois. Donc, le vecteur rotation, c'est oméga fois G, et CI, ce que je viens de faire ici, c'est moins R fois K. Alors, en fait, pour le vectoriel, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste oméga R, ils sont là, R fois rotation, ça c'est le vecteur rotation, c'est la norme du vecteur rotation, c'est la vitesse angulaire, si vous voulez. R, c'est la distance de rayon de cylindre. Et quoi? Eh ben, il faut que je prenne le vectoriel. Donc, J vectoriel K, j'ai un moins ici. J vectoriel K, c'est G vectoriel K. Alors, attendez, il y a
j'ai pas une erreur ici. Donc, oméga, je tourne comme ça. Oui. Alors, G vectoriel K, c'est I ici. Donc, on va le noter, c'est la base cartésienne, c'est ce que je regardais. G vectoriel K, on est bien d'accord, égal à I. Donc, cette relation-là, elle va me donner V du point C, qui est le centre de votre centre d'inertie de votre cylindre, tout simplement. Votre sphère, c'est pas donc une sphère, allons-y. Le centre d'inertie, le centre de la sphère, peu importe. Donc, VC plus, alors on a dit, il y a un moins oméga fois R fois I, parce que G vectoriel K égale à I, égale à 0, vecteur nul. Donc tout ça nous donne que la vitesse du centre ici, notre cylindre, notre sphère, le centre d'inertie, la vitesse C, est égale à R fois oméga fois I, qui est égal à R. Alors oméga, parfois on le note oméga comme ça ou oméga comme ça, fois I. Alors oméga, c'est la vitesse angulaire, parfois aussi on le note θ point. θ point. La dérivée de l'angle θ, c'est donc rotation, fois I. Donc, la vitesse, cette vitesse, elle est selon I, c'est ce que je vais noter là, V de C. Est égal à R fois oméga fois I. Ce qui est logique, ce qu'on trouve ici. Parce qu'effectivement, si ça roule, ben le centre, il se déplace comme ça. C'est ce que je viens de faire. Et maintenant, ce qu'il faut absolument garder en tête, parce que j'en aurai besoin par la suite, c'est que si j'ai cette relation-là, on va la reposer plus tard, on va la rediscuter dans un cas bien pratique. Ça, je vous montre ici, mais on va y revenir dans le cas du plan incliné. Parce qu'on va étudier en détail le plan incliné, le dernier TD, et je vais le faire aussi en cours, pour qu'on applique bien ces notions de torseur cinématique, de torseur dynamique, parce que quand on va faire le mouvement d'un cylindre sur un plan incliné, on va tout voir. C'est un résumé de toutes les notions comme on avait vu. Petit oméga et grand oméga, oui, petit oméga et grand oméga, c'est la même chose. Ce que je vous dis, parfois dans mon cours, je note ça comme ça, c'est une rotation, et parfois je note comme ça. Donc, la vitesse du centre, ici, c'est égal à le rayon de votre cylindre, de votre sphère, qui multiplie la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation. D'accord. Bien, donc tout ça, cette relation-là, il faut la garder en tête, il faut la noter, il faut savoir la refaire, c'est pas compliqué. C'est la relation de Varignon, la relation Bavard que j'applique. Et pour démontrer ça, je pars de quelque chose qui est roulement uniquement. Lorsqu'il y a uniquement roulement, il n'y a pas de glissement, la vitesse au point I égale à 0. D'accord. Donc cette relation-là, elle est importante pour les problèmes en TD. Et quand il va vous poser, par exemple, que sans glissement, la vitesse du centre C, ici, de centre d'inertie, de centre de gravité, qui est la même chose, on a dit pour nous, est égale à R fois la vitesse angulaire fois le module, c'est R fois θ. D'où ça vient? Ça vient de là. Ça vient de ce slide qui est là. D'accord. OK. D'accord. Donc, on applique la relation de Varignon, la relation de la règle de transport, la relation de ce que j'appelais ici
donc cette relation définit un champ de vecteur dit champ de moment au champ de vecteur antisymétrique. La relation de champ de vecteur antisymétrique, la relation de Varignon, c'est le même nom, c'est la relation que les étudiants appellent Babar, ce qui est ici. Alors maintenant, je résume ce que je viens de vous dire. Donc ça, on a fait ça. Je vous dis, toutes ces notions-là, vous voyez, maintenant, on n'est plus dans quelque chose d'abstrait. Ça devient dans le domaine du pratique et du mouvement d'un solide entier, dans des différentes conditions, roulement, glissement, ou les deux. On va voir aussi que parfois on peut voir les deux, dans des cas pratiques. Mais en tout cas, roulement sans glissement, retenez ce qu'on vient de faire ici. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est qu'en fait, que les vitesses pour un solide indéformable, ce qu'on a montré ici, cette relation-là, la relation de Varignon, pour les vitesses, on est arrivé à la montrer parce que nous avons considéré que notre solide est indéformable. Sinon, cette relation-là, on ne réussirait pas à la démontrer. Donc, si on est arrivé à la démontrer, si on a réussi à la démontrer, c'est parce qu'on est parti de l'hypothèse, on regarde la petite démonstration qu'on a fait juste avant, que le vecteur AB est un vecteur constant dans R'. C'est pour ça qu'on a établi cette relation. Donc, nous avons établi la relation qui est la relation de Varignon pour les vitesses appliquées aux vitesses et à vecteur rotation. Donc, le vecteur rotation, le vecteur vitesse de rotation instantanée, parce que cette relation est valable en chaque point et en chaque instant. Nous avons montré aussi la relation de coprojectivité. Donc, ces deux relations-là nous définissent ce qu'on appelle l'autorsor cinématique, dont la résultante est le vecteur instantané de rotation, et dont le moment, c'est la vitesse. Alors, on a dit un torsor est défini par point A. Pourquoi je me suis arrêté de parler? Parce que, corrigez s'il vous plaît, ici c'est un A. D'accord? On a dit toujours que le moment par rapport à un A, et le torsor est défini par rapport à un point auquel on calcule le moment. Donc, il y a une faute de frappe. C'est un A, ou alors c'est un O ici. Il faut qu'il y ait le même point ici. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça change ici. Donc, il y a une faute de frappe ici. Alors maintenant, on va définir voilà. Donc, on a défini le torsor cinématique. Et une des choses intéressantes, c'est ce que je viens de vous dire ici. Ça, c'est important pour qu'il y ait un mouvement sans glissement. Donc, on verra par la suite l'application encore plus poussée que ce que je viens de faire ici. Donc voilà, donc nous avons défini le torsor cinématique. Maintenant, on va examiner, on va dire notre définition, ce qu'on appelle l'axe instantané de rotation. Alors, l'axe instantané de rotation, ou l'axe central des torsors cinématiques, l'axe central, on l'a déjà défini, c'est l'axe dans le lieu pour lequel tous les points, dont les vitesses, alors avant on a parlé de moment, sont parallèles au vecteur rotation. En fait, c'est l'axe tel que les vitesses sont parallèles au vecteur oméga. Alors ici, je vais considérer maintenant un solide qui peut être, de manière générale, donc j'ai un solide en rotation autour d'un axe delta, et la vitesse au point M, j'applique la relation de Varignon, la relation Babar, vitesse au point M, un point M de solide, voilà le solide, c'est ce qui est ici. Si j'applique Babar, c'est la vitesse au point M, c'est la vitesse au point A, plus MA vectoriel oméga, rotation, la rotation autour d'un axe. D'accord. Alors, si maintenant, ce que je vous montre ici, si j'ai un point où la vitesse est nulle, supposons que je tourne autour de cet axe-là, donc la vitesse au point A, là, s'il n'y a pas de translation, s'il ne bouge pas, s'il fait c'est la vitesse, il est nulle, d'accord?
Si j'ai un deuxième point où la vitesse est nulle, en fait, la droite, l'axe de rotation, il passe par ces deux points-là. Donc, si j'ai un solide quelconque en rotation par rapport à un axe, j'écris la relation d'arrêt nul. Si la vitesse est nulle, si elle tourne autour d'un axe, je reprends, vous voyez bien qu'un point de l'axe, bah, ce point-là, il ne bouge pas. S'il n'y a que rotation pure. D'accord. Donc, l'axe central d'un torseur est le lieu des points où des moments sont minimaux. Bah, le moment, bah, c'est les vitesses. Minimaux, ici, dans mon exemple, c'est la vitesse et les nuls. Le moment la vitesse et les nuls. Si je fais uniquement une rotation. Donc, si un solide possède au moins deux points de vitesse nulle, ce que je viens de vous dire, l'axe instantané de rotation passe obligatoirement ces deux points. Donc, en fait, c'est l'exemple que je vais vous expliquer là. Si j'ai une rotation pure, la vitesse est nulle. Et donc, en fait, l'axe instantané ici, l'exemple, le cas général, c'est ce qui est la définition ici. Ça, c'est un exemple que je fais ici. Donc, de manière générale, l'axe central d'un torseur, peu importe lequel, c'est là où le moment est parallèle, c'est ce qu'on a déjà vu de manière mathématique, est parallèle à la résultante. Et si je prends un exemple, l'axe central, c'est lorsque vous avez un solide en rotation par rapport à un axe. Et dans ce cas-là, on voit bien que les vitesses sont minimales, ben, elles sont nulles en fait sur l'axe. Mais ça, c'est un exemple. Le cas général, c'est ce que vous avez ici. On a déjà vu ça dans la partie mathématique, c'est les moments, les vitesses elles sont minimales. Et si j'ai deux points où les vitesses sont minimales, c'est-à-dire sont nulles, ben, l'axe il passe obligatoirement par ces deux points. Donc, si j'ai deux points où les moments sont ils ont la valeur minimale, bah, l'axe il passe par ces deux points-là, et donc c'est l'axe défini par ces deux points. Donc voilà l'axe instantané de rotation. Ce que je viens de vous dire ici, si j'ai un axe auquel il y a une rotation, il n'y a pas de translation, bah, la vitesse est nulle sur l'axe, et l'axe, il suffit que je trouve deux points pour définir l'axe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir peut-être en TD, si j'ai des TD autour de cette notion-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce torseur cinématique? Donc, on a déjà pas mal de choses, déjà, tout ça, sur le torseur cinématique, l'axe sur cette relation. Maintenant, il y a des cas particuliers. Alors, si je n'ai pas de rotation, bah, j'ai translation. D'accord. Donc, mouvement de translation, bah, ça correspond à une rotation nulle. Et dans ce cas-là, pour un solide, si je prends ma barre ici, V de B égale V de A plus ça, si je prends cette relation-là. Si jamais je n'ai pas de rotation, bah, V de n'importe quel point B, n'importe quel point A, ils auront la même vitesse. V de B égale V de A, parce que ce terminal sera toujours nul. C'est ce qui est marqué ici. Donc, pour un solide indéformable, si le vecteur rotation, s'il n'y a pas de rotation, tous les points du solide, ils ont la même vitesse, quel que soit un peu de solide. D'accord. Donc, le torseur, dans ce cas-là, on va l'écrire sur cette forme-là. D'accord. Alors là, pareil, ici, c'est la même lettre. La même lettre, mais on a dit que c'est, même si la lettre change, ça n'a pas d'importance, c'est la même. Dans ce cas-là, je peux mettre des lettres différentes, mais en général, c'est la même. Donc, le torseur de translation, c'est un torseur tout simplement dont la rotation est nulle et dont la vitesse peut être non nulle, parce qu'effectivement, vous pouvez très bien imaginer un solide qui se déplace, et donc tous les points se passent à la même vitesse parce qu'il n'y a pas de rotation. Donc, le torseur, le mouvement de translation pour un solide déformable, s'il n'y a pas de rotation, tous les points du solide ont la même vitesse. Pourquoi? Bah parce que c'est ça qui nous le dit. À partir de mon jeu 0 ici, dans ce cas-là, j'ai V de A égale à V de B, quel que soit A et quel que soit B de solide. Alors, on a défini dans le premier chapitre que lorsque la résultante est nulle, on appelle ça un torseur couple. Donc, ce torseur-là, translation, est un torseur couple. Voilà un type de torseur couple. Alors, le mouvement de rotation, cette fois-ci, donc le mouvement de rotation, bah, tout simplement, si j'ai une rotation, je n'ai pas de translation, bah, en fait, c'est tout simplement, la rotation est non nulle, mais en un point A, j'ai la vitesse nulle. Alors l'exemple, un exemple, c'est ça. Si j'ai uniquement une rotation, cette fois-ci, si je tourne autour de l'axe delta, bah, tous les points de l'axe, la vitesse est nulle. Donc j'ai le torseur cinématique, en un point A de l'axe, bah, il peut s'écrire, c'est fini. Donc ce torseur-là, si j'ai uniquement un mouvement de rotation pur, bah, j'ai la rotation
il est non nul, forcément. Mais on a un point A, je peux avoir la vitesse nulle. Alors, soit vous avez plusieurs points A, dans ce cas j'ai un axe. Si j'ai qu'un seul point A, dans ce cas-là, la rotation se fait autour du point A, d'un seul point. C'est ce qu'il dit ici. S'il n'existe qu'un seul point A, bah, je peux tourner autour du point A, mais si j'en ai plusieurs, comme le cas que je vais vous montrer, si j'ai le tour autour d'un axe solide, dans ce cas-là, il y a une droite autour duquel le solide tourne. Donc, tourne autour d'une droite qui passe par le point A, il y a un autre point où c'est la vitesse est nulle. Alors, nous avons défini le premier cours de maths qu'un torseur tel que la résultante est nulle et le moment non nul, on appelle un torseur couple. Un torseur tel que la résultante est non nulle et le moment il est nul, on appelle ça un torseur glisseur. Donc, voilà un type de torseur glisseur et un type de torseur couple. Donc, maintenant, on les décline dans des choses, ce qui était mathématique devient des notions physiques. Alors, voilà je reviens à mon plan de cours. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait le deuxième point deuxième point, et donc la partie cinématique des solides. Donc, en fait, l'objectif, c'était de rappeler la loi de composition des vitesses, c'est ce qu'on a fait, et de définir le torseur cinématique, c'est ce qu'on a fait. Définir l'axe instantané, c'est ce que nous avons fait. Et ce qui n'est pas marqué là, c'est que nous avons défini aussi les deux types de torseurs, le torseur couple et le torseur glisseur. D'accord? Donc, à partir de ce moment où vous avez un solide indéformable, cette loi-là, il est toujours valable. Vous pouvez toujours l'appliquer. Vous pouvez la poser, vous n'avez pas à la redémontrer, sauf si je vous le demande, parce que je peux vous demander de la redémontrer à partir de ce qu'on a fait ici ensemble. Démontrer la relation d'Aragnon pour le torseur cinématique, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez faire exactement ce que j'ai fait. Alors, ce n'est pas fini. Je ne sais pas quelle heure vous avez, mais ce n'est pas fini. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se déconnectent. Bien, alors on va continuer ensemble. Bien, alors je reprends le plan du cours. Voilà, donc nous avons fait maintenant les 4 chapitres. Alors, géométrie des masses. Je vais juste commencer ce chapitre-là. Géométrie des masses, donc ça, vous l'avez. Et alors, là, on va s'intéresser à un théorème qui est le théorème de Christian-Huygens, qui est quelqu'un aussi du XVIIe siècle. Et en fait, ça concerne la rotation. Alors là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans la géométrie des masses, on a déjà parlé du centre d'inertie, le centre de gravité. On a dit que c'était la même chose si on suppose que la pesanteur ne change pas, est uniforme. Donc, nous avons déjà défini le centre d'inertie ou le barycentre. Donc, ça concerne la géométrie des masses, cette notion-là, parce qu'il faut un centre, c'est comme si la masse est rassemblée en ce point-là, et nous l'avons défini. Et maintenant, il y a une autre notion qu'on va définir ici, qui est la notion de moment d'inertie. D'accord? Alors, le moment d'inertie, c'est lorsqu'on a un objet en rotation. Alors, la masse, si on veut la définir sans équation, sans rien, c'est quelque chose qui... la masse ou l'inertie, c'est la masse. Si je pousse un corps, plus il est lourd, plus j'aurai du mal à le pousser. Donc, la masse, la force égale la masse fois accélération. Donc, plus la masse est grande, plus l'accélération est faible. Plus j'aurai du mal à le mettre en mouvement et à l'accélérer. Donc, la masse, c'est l'inertie à faire bouger un corps, à le translater, à le mettre en mouvement. Ça, c'est la masse. Et donc la géométrie des masses, ça consiste à trouver le centre d'inertie, le centre de variation dans ces masses-là, c'est ce qu'on a déjà fait. Maintenant, il y a une autre notion qu'on va aborder ici, c'est le moment d'inertie. Alors, c'est aussi une inertie. Il y a le mot inertie. Alors, l'inertie à quoi?
la résistance à quoi? Parce que la masse, elle résiste au mouvement. Ici, l'inertie, c'est l'inertie à la rotation. On va définir une notion qui va nous dire est-ce qu'on va mettre en rotation facilement ou pas facile, ou difficilement encore un objet. Alors l'exemple, c'est la patineuse qui est là. Vous avez tous vu, c'est un exercice que vous faites aussi. Quand vous patinez, au début, vous commencez à tourner avec les bras tendus. Et si vous ramassez les bras vers votre corps comme ça, bah, la vitesse augmente. D'accord? Et donc ça, comment on l'explique? Bah, on l'explique effectivement avec cette notion de moment d'inertie. D'accord? Alors, ça concerne la géométrie des masses, parce que quand vous avez les bras tendus comme ça, d'accord, la géométrie des masses n'est pas la même quand vous avez les bras vers votre corps. Donc, la géométrie n'est pas la même. La répartition des masses dans l'espace n'est pas la même. Et donc, on va définir une notion qu'on appelle moment d'inertie qui va tenir compte de cette répartition dans l'espace des masses. Et lorsque la patineuse ramène ses mains vers son corps, dans ce cas-là, il va diminuer cette notion de moment d'inertie et il va augmenter sa vitesse de rotation. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette notion de moment d'inertie. Et là, c'est pareil. Pour le moment, je définis le moment d'inertie et à la fin du cours, je vais vous l'appliquer au cas du patinage comme ça. Mais pour ce chapitre-là, on va définir d'abord le moment d'inertie. On va définir et on va énoncer le théorème de Huygens et l'application viendra après, soit en TD, soit je vous la ferai à la fin du cours. Je prendrai cet exemple-là que vous avez sur les yeux. Bien, alors je finis avec ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on a encore normalement 10 minutes, mais je fais juste ça. Et le reste, je le laisse. Je fais juste ces deux-là qu'on a déjà vus. Et après, la notion de moment d'inertie qui est là, c'est là, je la ferai le prochain cours. Donc ça, c'est le TD numéro 1, premier TD, c'est la définition du centre d'inertie du barycentre. D'accord. Donc pour la notion de point matériel, c'est ça. Et ça, vous l'avez fait en TD, c'est pour un solide de volume V. Donc, ces relations-là, vous les avez déjà utilisées, TD numéro 1. Donc maintenant, je reviens à ce je rappelle encore ce qu'on a déjà vu ensemble dans cette notion. Je reviens au référentiel barycentrique. Alors, le référentiel barycentrique, je vous rappelle, c'est le centre référentiel, c'est le centre d'inertie du solide. Il est toujours lié au solide. Cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a vu ce matin, au début du cours, le repère R', il est en translation par rapport à R. C'est-à-dire, en fait, les vecteurs E', J', K', ils restent toujours parallèles et J. Donc ça, c'est le référentiel barocentrique. C'est des référentiels, c'est différent des référentiels qu'on a vu ce matin qui étaient, lui, associés au solide. Donc il y a une différence qu'il faut... Donc quand le repère R', ces vecteurs ne tournent pas, il est juste associé au centre, son centre de repère, c'est le centre de gravité, au centre d'inertie du solide, c'est le centre d'inertie, le barycentre. Dans cela, je parle du référentiel barycentrique. C'est ce qui est encore en présent. Donc la vitesse, si je prends un point M du solide, cette fois-ci, je travaille un point avec un solide, voilà, qui a un volume. Si je prends un point MI ici, là, d'accord, bah, la vitesse de ce point par rapport à R, au repère R, c'est égal à la vitesse de G plus la vitesse, là en fait, la vitesse de G, ça, c'est ce qu'on a déjà montré, plus la vitesse de MI dans le référentiel barycentrique. Cette relation-là, c'est déjà, on l'a déjà faite. Dans un référentiel barycentrique, on a montré que la vitesse de point MI de solide, un point ici, c'est égal à la vitesse de G, qui est le centre du référentiel R', et qui est le centre d'inertie de solide, plus la vitesse du point M dans ce repère R'. Cette relation-là, on l'a établie ensemble, on en a parlé. Donc, je note V de I, c'est ce que je viens de faire ici, c'est V de G plus V du point MI, et je la note comme ça. Donc, c'est V de G par rapport à R, plus V', c'est la vitesse dans le repère R', le prime qui est là. Très bien. Donc, je m'arrête là et je continue la prochaine fois.
continue la suite la prochaine fois. D'accord. Bien. Donc, c'est mercredi. C'est mercredi à 10h. Donc, je vous vois mercredi à 10h et on continue le cours. Et là, je vais vous définir. Donc, bonne journée et je définirai la notion de mon exercice.